Donc, c'est ça, comme il a été dit, en fait, mes recherches portent notamment sur le libertarianisme. Donc, j'ai tenté de faire finalement un lien entre, c'est ça, mes intérêts de recherche et le thème du présent colloque qui était le nihilisme. Donc, en fait, c'est ça, le pont, en fait, que j'ai essayé de faire entre les deux, c'est fait finalement avec Nietzsche. Donc, voilà, je me lance. Pour Heidegger, la mort de Dieu annoncée par le forcené nietzschéen symbolise l'achèvement de la métaphysique entendue comme l'annihilation de tout monde suprasensible. L'époque qui s'ouvre alors à l'homme est celle du nihilisme, caractérisée par l'oubli de l'être et la dévalorisation de toute valeur, et, de surcroît, par le déploiement planétaire de la technique. Le philosophe Jean Vioulac arrime le constat d'Heidegger avec l'analyse marxienne du capitalisme. Pour lui, le capitalisme, en instaurant le règne de la valeur d'échange des marchandises au profit de la valeur d'usage, opère une désubstantialisation du travail et, par extension, de l'homme. Je passe rapidement sur ce dernier point car il n'est pas essentiel pour comprendre mon propos. En somme, le capitalisme ne serait que le système économique correspondant à l'ère de la technique décrite par Heidegger et donc du nihilisme accompli. Nihiliste tout d'abord car vidant l'homme de son essence, mais également par sa logique qui empêche toute possibilité de structurer des valeurs. Ce deuxième aspect serait notamment confirmé par la mondialisation qui, selon Vioulac, permettrait, et je cite, l'extension de la logique marchande et imposerait la destruction méthodique et systématique de toute morale susceptible de condamner l'égoïsme et la cupidité. Il ajoute à cela que, je cite encore, le libéralisme est le projet politique de démantèlement complet de l'ordre de la loi et en cela, un des plus puissants moteurs du nihilisme. Dans sa diatribe contre le capitalisme mondialisé et libéralisé, le philosophe écorche la romancière libertarienne Ayn Rand, affirmant qu'elle représente, avec son ouvrage « La vertu d'égoïsme », l'expression la plus caricaturale mais particulièrement influente de cette tendance nihiliste. L'accusation de Vioulac affirme donc que la pensée radienne, en professant pour un individualisme et un égoïsme radical, se refuserait à la structuration d'un système de valeurs morales ou encore d'une éthique. Cependant, je crois qu'une lecture plus poussée des textes de la romancière, et notamment de son ouvrage « La vertu d'égoïsme » et « La révolte d'Atlas », oblige à nuancer une telle accusation. Je soutiendrai ici la thèse que si Rand doit être associée au nihilisme, c'est parce qu'elle s'est largement concentrée, à l'instar de Nietzsche, à fonder une philosophie cherchant à le dépasser. Je tracerai tout d'abord un parallèle entre la pensée de Rand et celle de Nietzsche, afin de voir comment leur compréhension du nihilisme peut se retrouver dans un schéma similaire. Je montrerai ensuite comment la romancière en arrive à proposer une nouvelle éthique et à justifier une utopie capitaliste. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je crois qu'il est nécessaire de préciser quelques éléments concernant Rand. Je suis tout d'abord conscient que de discuter d'Ayn Rand dans un contexte académique est une entreprise risquée. Le statut de philosophe de la romancière est contesté à la fois par plusieurs de ses adversaires et même par certains de ses adhérents, arguant des lacunes théoriques importantes au sujet des auteurs qu'elle mobilise. Une autre critique généralement formulée à l'égard de Rand concerne son manque d'honnêteté intellectuelle et de reconnaissance à l'égard des philosophes dont l'influence est perceptible dans sa pensée. Le cas de Nietzsche est sans doute l'un des plus probants. En effet, Rand rejette Nietzsche sous prétexte d'irrationalité dans un texte pourtant fortement teinté de l'influence du philosophe allemand. J'ai malgré tout décidé de traiter de Rand en raison de l'influence de ses idées aux États-Unis et sur le mouvement libertarien en général. En effet, selon une étude de la Bibliothèque du Congrès américain menée dans les années 90, le roman de Rand, La révolte d'Atlas, serait le livre le plus influent aux États-Unis après la Bible. Également, de nombreux intellectuels, gens d'affaires et politiciens se revendiquent également de sa pensée. Finalement, je tiens également à préciser que je ne cherche pas à affirmer ici que la pensée randienne permette de donner l'interprétation finale au sujet de Nietzsche. Je suis conscient que la pensée nietzschéenne est beaucoup plus complexe et que plusieurs de ses idées seraient certainement en contradiction avec celle de Rand. J'ai simplement voulu souligner que la pensée de Rand se retrouve au final en cohérence avec une interprétation possible de la pensée nietzschéenne, et ça notamment sur la question du nihilisme. Donc, je vais maintenant présenter les concepts centraux de la philosophie de Rand, puis je vais ensuite relever leur lien avec la pensée de Nietzsche. Pour la philosophe, le réel peut être appréhendé par la raison. C'est donc grâce à elle qu'il est possible de fonder une nouvelle éthique basée non pas sur des idées métaphysiques, mais bien sur le monde sensible et observable. Selon Rand, tout organisme vivant a tendance à agir afin de se maintenir en vie. Par conséquent, chez Rand tout comme chez Nietzsche, la vie doit être le critère essentiel pour fonder une nouvelle éthique. Les concepts de bien et de mal doivent être repensés en fonction de celui-ci. Est bien ce qui valorise la vie et mal ce qui la brime. Et toutes les valeurs doivent découler de ce principe. La valorisation de la vie chez Rand prend le sens de ce qui rend la vie la plus libre possible. Chez elle,
La liberté est entendue dans son sens moderne ou encore négatif. Cela signifie qu'être libre implique de ne pas avoir de contraintes physiques m'empêchant d'agir. Partant de cette idée, Rand affirme qu'il n'existe qu'un seul droit inaliénable, soit celui de la propriété privée, puisqu'il permet à l'homme de préserver sa vie et d'en augmenter les potentialités. La propriété privée inclut ici le corps physique, ainsi que tout ce qui est acquis par le travail ou encore l'échange volontaire entre les individus libres. Suivant cette logique, toute action à l'encontre de la vie, la liberté et la propriété d'un individu est contraire à la morale. Cette idée s'incarne dans le principe libertarien de non-agression, affirmant qu'aucun individu ni groupe d'individus n'a le droit d'agresser quelqu'un en portant atteinte à sa personne ou à sa propriété. La volonté de Rand de développer une nouvelle éthique s'explique par le regard critique qu'elle porte envers le monde qui l'entoure, et pour faire cette critique, elle développe une perspective historique. C'est d'ailleurs sur ce dernier point que je tracerai un parallèle entre sa pensée et celle de Nietzsche. Selon Patrick Watling et Céline Donat, qui sont deux interprètes de Nietzsche, le nihilisme chez Nietzsche se décline en deux phases. La première correspond à la négation de la vie et du monde sensible au profit d'un monde intelligible et transcendant. Platon initie cette tendance et le christianisme la poursuit. La seconde phase, amorcée avec la mort de Dieu, serait celle de la dévaluation de toute valeur. Ce deuxième moment nihiliste peut être entendu comme positif, puisque le vide laissé par la disparition des anciennes valeurs ouvrira la possibilité d'en créer de nouvelles. L'analyse historique de Rand reprend, à peu de choses près, un schéma similaire à celle de Nietzsche. La romancière affirme que l'histoire de l'humanité, jusqu'à nos jours, fut sous l'égide de systèmes politiques ou religieux régis par des morales altruistes ou collectivistes. Cela signifie que tout système politique traversant l'histoire aurait eu la même constante, soit celle de mettre au-dessus de l'homme des valeurs prônant le sacrifice pour autrui, et ce, au détriment des singularités individuelles et par extension de la vie. Pour Rand, des concepts comme Dieu, l'État, la société ou encore le bien commun sont simplement des illusions métaphysiques servant à faire de l'homme un esclave. Ainsi, et je cite, « La théocratie de l'Égypte avec le pharaon comme Dieu incarné, la règle majoritaire ou démocratie limitée d'Athènes, l'État-providence dirigé par les empereurs de Rome, l'Inquisition du Moyen-Âge, la monarchie absolue de la France, les chambres à gaz de l'Allemagne nazie et les abattoirs de l'Union soviétique ne sont, pour Rand, que des manifestations émanant d'une seule et même cause, soit celle érigeant un idéal métaphysique en autorité supérieure qui empêcherait le plein déploiement de la vie. » Mais tout comme chez Nietzsche, Rand croit que nous sommes aujourd'hui dans un moment de crise où les anciennes valeurs sont remises en question. C'est ce moment que Rand met en scène dans son roman « La révolte d'Atlas ». Le livre nous place dans une Amérique toujours aux prises avec de plus en plus de régulations économiques et dans laquelle des entrepreneurs à succès, des intellectuels, des artistes de renom, désespérés par ce qu'ils considèrent comme des entraves à leur volonté créatrice, décident de faire la grève en s'exilant dans un endroit inconnu. Cet exil a pour effet d'entraîner le pays privé de ses plus importants créateurs vers la dévastation. Dans le récit radien, les entrepreneurs sont symbolisés par le titan Atlas qui supporte le monde sur son dos. La responsabilité d'Atlas est énorme, mais un simple haussement d'épaule entraîne des effets dévastateurs. La révolte d'Atlas cherche à montrer que la logique qui sous-tend l'altruisme ne peut conduire qu'à une impasse et qu'il est possible de rejeter les anciennes valeurs pour en proposer de nouvelles. Nous sommes avec Rand dans une période analogue à celle décrite par Nietzsche, lorsque celui-ci proclame la mort de Dieu. C'est un moment nihiliste où les valeurs suprêmes ayant gouverné notre monde jusqu'à aujourd'hui seraient en train de se fissurer. Les grévistes radiens incarnent donc la figure du nihiliste actif cherchant à accélérer la destruction des anciennes valeurs. On peut également voir Rand comme l'incarnation de la posture de la philosophe médecin qui doit à la fois porter le diagnostic, mais également prescrire le remède à un monde mourant. Avant de montrer comment la reprise du schéma nietzschéen du nihilisme permet à Rand de légitimer son utopie capitaliste, il est nécessaire de préciser sa conception de ce dernier. Pour les libertariens, la dichotomie régissant la politique oppose les défenseurs de la liberté aux étatistes. Tout système politique n'est au final qu'un mélange plus ou moins important entre ces deux tendances. Ainsi, la conception politique des libertariens peut être vue comme un continuum dont les deux extrêmes seraient, d'un côté, un système dans lequel l'État contrôlerait l'entièreté de la vie, et de l'autre, une organisation laissant les individus dans une liberté quasi totale. Ce deuxième extrême s'incarne dans ce que Rand appelle le capitalisme pur, c'est-à-dire libre de toute ingérence de la part d'une entité extérieure. On peut aussi le voir comme un système où il existe une séparation claire et étanche entre le politique et l'économique. Cela signifie que le marché se régule de lui-même et que l'État doit agir uniquement pour protéger les individus. En s'appuyant sur ce schéma, Rand affirme que le capitalisme n'a jamais réellement existé de manière pure, puisqu'il aurait toujours subi des ingérences de la part d'une entité externe. Encore aujourd'hui, nous serions dans un système mélangeant socialisme et capitalisme.
Rand dira d'ailleurs que le capitalisme n'est pas le système du passé, mais bien le système de l'avenir. C'est dans la révolte d'Atlas que Rand cherche à présenter son monde idéal. Elle soutient l'idée que la prospérité du monde dépend de la capacité des grands hommes de créer. L'idéal de Rand est l'entrepreneur, entendu au sens large, totalement indépendant et ne vivant que pour satisfaire ses intérêts égoïstes. Les entrepreneurs sont vus comme des êtres moralement supérieurs puisqu'ils sont productifs. Ils produisent leurs propres moyens de subsistance. Les individus ne produisant pas sont considérés comme des parasites puisque vivant nécessairement aux dépens des autres. Par conséquent, l'égoïsme devient le comportement le plus rationnel puisqu'il permet la croissance et la prospérité de notre monde et par extension de la vie. L'égoïsme revêt ici une connotation positive puisque Rand croit en la possibilité d'une cohabitation harmonieuse entre les différents intérêts individuels. Sur ce point, Rand reprend à son compte l'idée développée par Adam Smith dans sa célèbre citation, affirmant que, et je cite, « Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais plutôt du soin qu'ils apportent à la recherche de leur propre intérêt. Nous ne nous en remettons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. » Quant à eux, les États ne cessant d'adopter des politiques de régulation économique sont vus comme des entraves au libre déploiement des volontés individuelles. Les politiques sociales, qui seraient implantées au nom de la solidarité, ne seraient que pure hypocrisie, car elles obligeraient le sacrifice non pas des politiciens qui les adoptent, mais bien des individus véritablement productifs. Elles entraîneraient également des effets pervers, puisqu'elles décourageraient ces mêmes individus de créer et d'atteindre leur plein potentiel. Il est d'ailleurs difficile de ne pas voir l'influence de Nietzsche et de son chapitre « De la nouvelle idole » dans la conception libertarienne de l'État. Le Léviathan y est décrit comme le plus froid des monstres froids, comparable à un nouveau dieu, ne possédant que ce qu'il a volé au peuple. En résumé, la philosophie de Rand s'oppose à toute valeur prônant le sacrifice de soi, l'entraide et l'altruisme. Le seul sentiment qui doit conduire le comportement d'un homme est l'égoïsme. Il doit toujours agir en fonction de son propre intérêt, de sa propre vie. Cela ne signifie pas qu'un individu ne peut pas en aider ou même en aimer un autre, mais plutôt que ses motivations doivent provenir d'un désir égoïste et non pas d'un impératif induit par des valeurs altruistes ou encore par la coercition d'un État. Si la posture nihiliste est celle qui empêche la création de toute valeur, le capitalisme n'est pas nihiliste. C'est ce que l'exemple de Rand montre. Il développe une éthique capitaliste et la fonde sur des valeurs telles que l'égoïsme. J'ai montré comment la philosophe cherche, dans un moment de crise morale, à proposer une nouvelle éthique qui permettrait de dépasser ce qu'elle considère comme étant un moment nihiliste. J'ai également montré que cette volonté ne se traduit pas uniquement par la formulation de nouvelles valeurs, mais également par la mise en place d'un système politique nouveau. Alors que Nietzsche reste plutôt flou par rapport à ce que devrait ressembler son idéal, Rand est beaucoup plus explicite. Elle affirme qu'il n'existe qu'un seul système économique compatible avec son éthique, et c'est le capitalisme de libre marché, dans lequel l'État ne joue qu'un rôle minimal de protection de la vie et de la propriété privée. En somme, peut-être Violac a-t-il raison d'affirmer que le capitalisme conduira vers l'anéantissement de l'humanité, mais affirmer que ce système se fonde sur une absence de valeur nous semble cependant erroné. Je crois avoir montré, avec la pensée de Rand, que le capitalisme, au contraire, cherche avant tout à fonder des valeurs et à faire miroiter l'espoir d'un monde meilleur. Et c'est sans doute cela qui, en partie, explique sa force et sa durabilité. Merci.